Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet auditorium du Musée de la Chasse et de la Nature où nous allons parler de la forêt nourricière aujourd'hui, la forêt sensible demain à la même heure et au même endroit. Alors on a célébré ce lundi, le 21 mars, la journée internationale de la forêt, mais donc en plein dans l'actualité, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. En France, la forêt métropolitaine couvre 17 millions d'hectares, soit 31% de la surface du territoire. Et contrairement à une idée reçue, la forêt gagne du terrain. Entre 1908 et 1985, la superficie forestière a progressé de 50 000 hectares par an en moyenne, notamment dans le Massif central et la pointe bretonne. Et la tendance s'est non seulement confirmée, mais amplifiée depuis. Depuis 1985, la forêt s'étend chaque année de plus de 80 000 hectares, soit 8 fois la superficie de la ville de Paris. Au total, en une trentaine d'années, la forêt a gagné en superficie l'équivalent de la région Bretagne, 2,8 millions d'hectares. Alors plusieurs facteurs expliquent cette expansion depuis le début du XXe siècle, l'exode rural et la révolution agricole après-guerre d'une part, mais aussi diverses mesures de boisement ou de reboisement, notamment en montagne. La forêt est aujourd'hui le second type d'occupation du sol en France, après l'agriculture. Dans cette forêt, les feuillus représentent 2/3 du volume sur pied. Les chênes sont les espaces feuillus les plus représentés sur le territoire métropolitain, 44% du volume des feuillus. Et si vous avez vu la projection du film tout à l'heure, vous verrez qu'avec le chêne, on est en plein dans le sujet de cet après-midi, des forêts nourricières, parce que on a vu qu'autour d'un chêne, il y a à manger pour plein de monde. On a vu à la fois des rongeurs, des oiseaux, des insectes, etc. Bref, le chêne en lui-même est tout à fait nourricier. Les conifères forment presque 1 milliard de mètres cubes. Les picéas communs, le sapin pectiné, représentent à eux deux 40% du volume des conifères. Et pour la petite histoire, les 3 plus vastes forêts domaniales en France métropolitaine sont la forêt d'Orléans, 35 000 hectares, la forêt de Chaux dans le Jura, 20 000 hectares à peu près, et la forêt de Fontainebleau, 20 000 hectares aussi. Donc à première vue, la forêt française est en pleine forme. Mais à y regarder de plus près, elle est un peu palichonne. La mortalité des arbres est en forte hausse. En moins de 10 ans, elle a augmenté de 35%. Une augmentation qui s'explique notamment par l'étendue désormais nationale de la chalarose, qui est un champignon, et par une succession de sécheresses qui fragilisent les arbres et les rendent plus sensibles aux bioagresseurs, comme les scolytes, qui sont des petits insectes xylophages, donc qui bouffent le bois. Le châtaignier, le frêne, le pin sylvestre et les picéas communs sont les essences qui présentent le plus fort taux annuel d'arbres morts. Le stress hydrique a également une forte influence sur la croissance des arbres, qui en est diminuée. En moins de 10 ans, la croissance des arbres affiche une baisse de 3%. Or, c'est quand elles sont en croissance que les forêts absorbent du carbone. Les arbres absorbent le gaz carbonique présent dans l'atmosphère, ils le transforment en glucides et ils réémettent de l'oxygène. Le carbone assimilé est utilisé pour leur fonctionnement métabolique et pour leur croissance. Donc, les arbres vivants stockent progressivement le carbone dans leurs troncs, dans leurs branches, dans leurs racines, dans leurs feuilles et dans leurs fruits. Une forêt en bonne santé est donc un maillon essentiel du cycle planétaire du carbone et donc une solution en période de dérèglement climatique. Mais en métabolisant le carbone, la forêt produit aussi des nutriments. Elle gagne donc ses galons de forêt nourricière, ce qui nous amène à notre sujet de cet après-midi. Bonjour André Corvol. Bonjour. Avec un micro si vous voulez bien. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, présidente du groupe d'histoire des forêts françaises. Vous êtes l'autrice de plein de bouquins, Histoire de la chasse en 2010, Éloge des arbres en 2004. Dites-moi, c'est quoi une forêt ? Eh bien, une forêt, si on prend la définition de la FAO, c'est une surface de plus d'un demi-hectare qui est peuplée d'arbres qui font plus de 5 mètres et dont la projection de la cime au sol couvre en gros 10% de celui-ci. Voilà pour la définition de la FAO. Et la définition d'André Corvol ? La définition d'André Corvol, je dirais qu'une forêt est une société d'arbres qui interagissent entre eux et avec la faune et la flore qui sont inféodées à chacun d'eux. C'est donc une société extrêmement complexe.
Eva Faure, bonjour. Vous êtes vétérinaire chargé à la Fédération nationale des chasseurs de tout ce qui concerne la venaison, c'est-à-dire tout ce qui concerne le grand gibier. C'est quoi une forêt? Alors la venaison, c'est aussi le petit gibier, hein, mais en effet, on va parler plus probablement de grand gibier. Et alors oui, une forêt, je voulais prendre le temps d'y réfléchir, je n'ai pas réfléchi, mais du coup, je vais vous répondre en tant que... voilà, ce qui me vient directement en tête. Pour moi, c'est quelque chose de très sensible, en fait. Enfin, c'est quelque chose qu'on va connaître avec différents sens, avec on est dans un endroit vivant, avec une futaie a priori, mais maintenant que je vis dans le sud de la France, je peux aussi me sentir dans une forêt quand on est au milieu d'un gari de chêne vert, quoi. Donc, en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup d'espèces végétales et qui crée un milieu complexe avec des espèces animales au milieu et dans lequel on a une odeur d'humus où il y a quand même une composante aussi de champignons. Et du coup, en effet, c'est un ensemble d'espèces végétales, animales qui sont organisées entre elles et souvent dans lesquelles l'homme ne fait que passer, finalement. Denis Assefaux, vous êtes, j'allais dire, un peu le passager clandestin de notre table ronde. Votre nom ne figure pas dans le programme imprimé. Il a été rajouté sur la diapo qui est là, parce que vous avez été contacté très tard, et c'est de mon fait, je vous prie de m'en excuser. Merci de vous être libéré pour être avec nous. Vous êtes le vice-président de l'Association française d'agroforesterie. Alors pour vous, j'ai deux questions. C'est quoi une forêt, évidemment, et puis c'est quoi l'agroforesterie? Alors une forêt, moi je suis pas forestier, mais une forêt, je pense que c'est un milieu étagé, déjà. Enfin, il y a pas que des arbres qui poussent en forêt. Il y a des lianes, il y a la vigne, des choses comme ça, des plantes qui sont très très remises en production aussi dans des contextes ouverts agricoles. Donc déjà ça, et puis je pense, mais ça c'est peut-être mon biais, je dirais que la forêt c'est aussi un milieu social, autant qu'un milieu naturel, parce que les forêts est quand même très très souvent habitée aussi par des usages, et les paysans l'ont beaucoup occupé. J'ai amené un texte, là on n'aura sans doute pas le temps, mais je vous invite à relire Caractères originaux de l'histoire rurale française de Marc Bloch, avec des pages qui sont quand même juste aussi des grandes pages de littérature, et on voit bien que la forêt, avant les grands défrichements du Moyen-Âge, en fait c'était des milieux hyper fréquentés, avec des conflits évidemment aussi, puisque faut faire du charbon de bois, faut faire du verre, faut faire récolter aussi des menus fruits, enfin, etc. Donc le charbon aussi a aussi soulagé les forêts à un moment donné. Alors voilà pour la forêt. Et l'agroforesterie, c'est quoi? L'agroforesterie, c'est toutes les formes possibles et imaginables d'intégrer les arbres dans une production, dans un environnement de production agricole. Merci, alors on va y revenir bien sûr. Basile Guillot, vous êtes avec nous en visioconférence depuis le parc national de Gilets au Mozambique. Vous y êtes pour coordonner un programme de développement conduit par la Fondation François Sommer. Alors un mot sur ce programme, concrètement vous faites quoi à Gilets? Donc pour reprendre en fait ce qui vient d'être dit par Denis, que j'ai trouvé très intéressant. Donc moi je mets en place un programme de conservation basé sur les usages de la forêt autre que l'exploitation du bois. Donc je travaille sur tout ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux. Donc le but c'est de renforcer les connexions entre humains et non humains. Donc dans ce cas-là, la forêt que moi je définirais comme un espace assez complexe où les interactions sont multiples. Donc l'idée c'est de mettre en place des programmes communautaires pour que les gens bénéficient de l'espace forestier d'autres manières que par l'exploitation directe des ressources naturelles, ou du moins non durables. Vous avez entendu les trois définitions, j'allais dire nos trois définitions d'Européens de la forêt. Est-ce qu'avec votre regard d'Européen décentré, vous donneriez la même définition? Et puis est-ce que autour de vous, les collègues mozambicains que vous fréquentez au quotidien, à votre avis, donneraient la même définition? C'est quoi une forêt vue de là-bas? De mon point de vue, une forêt, c'est avant tout un espace extrêmement complexe où les interactions sont multiples entre la communauté de vivants qui la peuple, que ce soit des champignons, des plantes ou des non-humains ou des humains. Donc clairement, c'est un espace social.
Il faut savoir que la forêt est une institution proprement sociale pour les Lomouais, qui sont donc la culture, la population qui vit dans le parc et à proximité du parc de Gilet. Donc en fait, eux, ils se rapprocheraient vraiment de ma définition. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le langage Lomouais, le mot forêt, à proprement parler, n'existe pas. On dit Ndakwa, en fait, et ça renvoie à tout ce qui est sauvage, non domestiqué. Donc, tout en en faisant partie, ça reste quelque chose d'assez sauvage. Donc la forêt, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'humain, on peut dire ça comme ça? Pas tout à fait, parce que c'est comme je dis, ça reste quand même une institution, c'est un endroit où les femmes éduquent leurs enfants, où les pères éduquent leurs fils, donc ça reste quand même profondément ancré dans la société. Mais c'est un endroit qui n'a pas été transformé, qui n'a pas été domestiqué d'une certaine manière. André Corvol, cette définition d'une forêt qui est l'endroit qui n'a pas été domestiqué, est-ce qu'il correspond à quelque chose qui a pu exister dans l'imaginaire au fil du temps en France, en Europe? Dans l'imaginaire, sûrement, puisqu'il y a des parties de la forêt dans lesquelles les habitants ne devaient pas envoyer leurs troupeaux ou ne devaient pas aller prendre du bois. C'était soit les parties qui étaient mises à part pour pouvoir justement obtenir du gros bois destiné aux constructions civiles et militaires, et c'était la partie qui était destinée à la régénération, à la reproduction du gibier, qui ensuite serait relâché en forêt pour les chasses. Donc il y avait d'une part ce que l'on appelait le ban, ou encore le devèze, ou encore le défend, selon les mots, qui indiquent des lieux de réserve de bois sur pied, et de l'autre, les parcs à gibier, qui parfois étaient extrêmement importants, entourés de hauts murs. Il y avait même d'ailleurs des palais, des constructions bois, qui étaient à l'intérieur de ces espaces consacrés à la reproduction synégétique. Et parfois, pour honorer un hôte, on organisait une chasse directement dans le parc à gibier. Donc, ces zones-là, elles étaient à part, elles étaient interdites, mais quelque part, elles étaient transformées par le choix de l'homme. Ne pas, c'est toute l'ambiguïté du mot domestiquer. Quand on dit domestiquer, on a l'impression que c'est totalement à la botte de l'homme. Non, mais même lorsque les populations ont un impact qui semble léger, elles font tout de même des choix qui modifient les couverts forestiers. Je vais donner un exemple. Je vais remonter carrément à l'Antiquité. Les soldats romains ont déplacé avec eux le châtaignier. Et c'est ainsi qu'il est arrivé jusqu'en Écosse, avec les légions romaines qui ont combattu dans ce qui deviendra le mur d'Adrien. L'homme, même par des petits gestes, entraîne une modification de la forêt. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de réserve forestière, on distingue les forêts primaires qui ont été les moins retouchées par l'homme et les forêts anciennes qui n'ont pas eu d'exploitation depuis 150 à 200 ans. Donc au fond, toutes les forêts européennes sont des forêts qui sont anthropisées, plus ou moins, mais elles sont anthropisées. Alors, la forêt est anthropisée, ok, toujours pour en tirer des ressources. Donc l'idée de forêt nourricière, elle naît dans cette idée de maîtriser la forêt pour en tirer des ressources? Absolument. L'homme a besoin de la forêt, d'autant que jusqu'en gros le début du 19e siècle, les prairies et les prés occupent une très faible surface en raison de l'importance donnée à la céréaliculture. Donc cette forêt est nourricière parce qu'elle fournit des parcelles à cultiver. Donc c'est la destruction de la forêt qui importe à l'homme agriculteur. Cette forêt est nourricière en raison des cueillettes qu'on y fait, de plantes médicinales, mais également de plantes et de fruits alimentaires. Elle est également nourricière grâce à la pratique de la chasse, qui au Moyen-Âge est plus largement répandue qu'elle ne l'était au XVIIe siècle, où les clauses se sont un peu durcies.
Mais pourtant, même au XVIIe, XVIIIe siècle, tous les hommes chassent, mais ils ne chassent pas la même chose et ils ne chassent pas de la même façon. L'avantage de la Révolution française, c'est d'avoir mis tous les chasseurs à égalité, puisque là, il n'y a plus de distinction fondée sur le statut des terres, le statut des armes et naturellement le statut des espèces chassables. Donc la forêt, oui, elle est nourricière et son accès est absolument vital pour le fonctionnement même des exploitations agricoles. Alors, c'est-à-dire, quand vous dites à la Révolution, le statut de la chasse change, l'idée qu'on a, c'est que la chasse pour tout le monde est une conquête de la Révolution. C'est pas totalement exact. C'est pas totalement exact. Je dirais que le grand mérite de la Révolution, ça a été d'uniformiser et de démocratiser la chasse. Mais avant la Révolution, il y avait d'une part la chasse noble, orientée essentiellement vers les prédateurs, qui se faisait sur les terres nobles, mais également sur les terres qui dépendaient du seigneur. Et le seigneur avait un rôle d'organisateur des chasses contre les prédateurs. Je dirais, c'était une nécessité d'ailleurs pour les habitants, car il n'y avait que le seigneur qui avait la possibilité de mobiliser des meutes, des chevaux, et surtout qui disposait des armes de tir. À côté de cela, il existait une chasse que l'on appelle justement une chasse nourricière, qu'au XIXe siècle on qualifiera méchamment de chasse bourgeoise, et que moi je qualifierais simplement de chasse silencieuse, c'est-à-dire que les roturiers pouvaient chasser non seulement les migrateurs, puisque là, il n'appartenait pas à qui que ce soit, mais il pouvait également chasser les oiseaux, en particulier les granivores et les rongeurs. C'est-à-dire que leur action consistait donc à permettre la protection des récoltes. Et évidemment, ils utilisaient des armes silencieuses, c'est-à-dire le piégeage ou le filet. Alors bien évidemment, quand on pouvait récolter une arme, on ne se faisait pas faute de le faire. Et avec la Révolution et les différentes batailles qui ont eu lieu sous la Révolution et sous l'Empire, beaucoup de paysans ont récupéré des armes à feu, indépendamment des vieilles pétoires qui pouvaient leur venir d'un grand-père soldat. Et à partir de ce moment-là, il a fallu réfléchir au statut des armes. Mais au début de la Révolution, c'est toujours j'allais dire, tout le monde n'a pas encore le droit de chasse. Ceux qui ont le droit de chasse, ce sont ceux qui sont propriétaires. Peu importe leur naissance, mais c'est limité aux propriétaires. Et ça avait été une question qui avait été largement débattue sous la Révolution en disant mais pourquoi les domestiques, pourquoi les locataires n'y auraient pas droit. D'autant que sous l'Ancien Régime, un vieux seigneur perclus de rhumatisme pouvait très bien accorder à ses serviteurs le droit de chasser à sa place, pas pour qu'ils se distraient, mais uniquement pour qu'ils évitent que son domaine soit ravagé par les oiseaux granivores ou par les rongeurs. Donc il y avait un système qui, finalement, la Révolution française, ça a été une étape. L'étape seconde, ça a été en 1844, le permis de chasse. Et avec le permis de chasse, il y a eu moins de chasseurs dans ce début du 19e siècle qu'il y en avait sous l'Ancien Régime. Et à partir du moment où pour chasser, il faut payer un permis de chasse qui représente quand même 15 jours du salaire d'un ouvrier agricole, c'est quand même pas rien, eh bien on assiste à un développement du braconnage et par conséquent un envol des amendes. Donc on ne condamne pas beaucoup les gens parce qu'ils ont volé du bois, mais à partir de ce moment-là, c'est vrai que lorsqu'on n'est pas en règle, lorsqu'on n'a pas un permis de chasse, eh bien ça passe mal. Alors je vous dirai en passant, puisque je tiens le micro, il va falloir quand même que je le lâche. Moi j'ai encore des questions. Bon, si l'on prend le moment de la Restauration, il y en avait certains qui se disaient qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on revient à la situation sur la chasse d'avant la Révolution française ? Et Louis XVIII, qui n'était pas idiot, contrairement à son frère cadet Charles X, a eu l'intelligence de diviser par 4 la taxe sur le port d'armes qui avait été instituée sous Napoléon Ier. Je peux vous dire que il a été largement remercié. Un peu comme a fait Macron en divisant par 2 le prix du permis de chasse. Voilà.
du point de vue par rapport aux populations, c'était une très bonne idée. Et j'allais dire, en 1844, quand la monarchie constitutionnelle a établi le permis de chasse, qui représentait, je répète, quelque chose, 15 jours de salaire d'ouvrier, eh bien, ça comptait dans le mécontentement général. Parce qu'il faut bien penser que pour les agriculteurs, qui est le principal groupe qui chasse, indépendamment du bourgeois qui s'est mis à chasser et de toutes les autres catégories de la société, c'est très important la chasse. C'est le moment où on se retrouve, c'est le moment où le soir on est très fier de ramener son gibier, d'où les caricatures qui montrent que le chasseur est passé auparavant voir le marchand de volailles pour pouvoir ramener quelque chose à sa femme le soir parce qu'il a été bredouille. Donc on ironise beaucoup sur la chasse bourgeoise à l'époque. Mais je répète, à l'époque, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent, contrairement à ce qu'on pense. Et par conséquent, la chasse est une activité extrêmement importante où l'on est entre hommes, car les femmes à l'époque ne chassent pas. C'est très inconvenant. Alors que sous l'Ancien Régime, elles étaient en Amazone et elles accompagnaient la chasse, et certaines étaient des chasseresses absolument féroces. Dans la société du début du XIXe siècle, c'est mal vu. Avec votre regard d'historienne, est-ce qu'aujourd'hui, la notion de forêt nourricière, ça reste quelque chose de réel et de concret ou bien une abstraction? Parce qu'aujourd'hui, on se nourrit grâce à l'agro-industrie plus que grâce aux produits de la forêt. Alors moi, je vais vous dire ça en tant qu'expérience. Oui, la forêt reste nourricière. Alors très modestement pour André Corvol. Quand je parcours les lisières à la bonne saison... je dirais, je me régale avec les mûres notamment. Et en forêt, quand par hasard il y a encore quelques pommiers, ces petites pommes m'intéressent. Bon, il y a aussi le problème des châtaignes, etc. Mais j'ai quand même conscience que mon activité-là est une activité relictuelle. Car en réalité, nos forêts d'aujourd'hui... ont beaucoup moins d'arbres fruitiers qu'elles n'en avaient autrefois. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, la forêt est une forêt très claire, avec des arbres qui sont espacés, qui ont une écorce épaisse et qui ne sont pas extrêmement hauts. Pourquoi cette morphologie de la forêt d'autrefois ? Tout simplement pour permettre à l'herbe de se développer. Car si l'herbe ne se développe pas, il n'y a pas de possibilité d'envoyer les troupeaux dans le sous-bois. Or, il n'y a pas de possibilité d'introduire, de nourrir les animaux par les fourrages artificiels, mais même par les prairies ou les prés, il n'y en a pas suffisamment. Donc c'est une forêt qui est aussi très animée en raison de la présence des bergers qui contrôlent plus ou moins cet élevage extensif de moutons, de porcs et de bovins. Encore que la part des porcs est beaucoup diminuée entre 1580 et 1880 en raison du petit âge glaciaire. On essaye de protéger les glandés qui sont plus espacés à l'époque. Alors, du fait que vous avez beaucoup de lumière dans cette forêt, eh bien, vous avez des arbres fruitiers beaucoup plus nombreux, arbres fruitiers qui donnent des fruits d'hiver ou arbres fruitiers qui donnent les plus beaux fruits, c'est les plus sucrés, les plus colorés, c'est-à-dire les fruits d'été, qui du point de vue symbolique d'ailleurs représentent l'éphémère de la beauté d'ailleurs. Et puis vous avez également tous les fruits que l'on retrouve en lisière. La lisière est ce lieu de contact entre la forêt et le reste des terres. C'est un lieu qui est extrêmement riche, comme toutes les zones qui sont ainsi de contact, de facettes. Vous êtes en train un peu de nous parler d'agroforesterie sauvage, d'agroforesterie avant qu'on ait inventé le terme. C'est un peu différent quand même. Oui, j'imagine. Denis Asfo y reviendra, j'imagine. Mais c'est vrai je trouve pas ça différent. Denis, ouais. Non, mais allez-y. Oui. C'est vrai que cette forêt est très fréquentée et que le moment des cueillettes est extrêmement important. Alors c'est vrai que c'est une activité d'enfants,
de vieilles femmes ou de vieux hommes. Ces activités de cueillette, elles vont souvent de pair avec l'observation de ce qui s'est passé dans la nuit au niveau du feuillage. Ces activités qui sont en lisière, on les observe aussi en hiver pour le piégeage, en même temps que le moment où on va aller faire son bois dans la forêt. Parce que je crois que faire son bois, ça fait partie aussi des activités nourricières, assez paradoxalement. Car si on ne va pas chercher son bois de feu, eh bien on ne peut pas cuire les farines. Ça ne sert à rien d'avoir fait une bonne récolte et d'avoir une quantité de farine si vous ne pouvez pas la cuire. Et vous avez des révoltes qui sont faites, qui ont eu lieu uniquement parce que la quantité de bois dont disposaient les foyers ou un village n'était pas suffisant. Et entre villages, il y a parfois une sorte de guérilla qui se fait, de guerre du bois, pour réussir à piller les bûchers de l'autre village, quand soi-même on n'en a pas assez dans les grandes périodes de froid. Je rappelle, les grandes périodes de froid, c'est au XVIIe avec le petit âge glaciaire, mais le petit âge glaciaire, il continue jusqu'en 1880. Donc il y a eu des années terribles au XIXe siècle, là aussi, où la forêt était absolument nécessaire pour obtenir le bois de feu. Pour la survie. Denis, au passage, vous disiez, non, finalement, c'est pas si différent de l'agroforesterie d'aujourd'hui, ce que décrit André. Ce qui est différent, c'est la situation dans laquelle on est. Les choses se sont quand même cloisonnées au fil des siècles. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans une réparation politique, d'essayer de reconstruire un petit peu tout ça. Les milieux ouverts, les milieux fermés, les milieux abandonnés, la déprise agricole, on en a aussi parlé, la méconnaissance des usages, le luxe aussi aberrant dans lequel on est depuis que les énergies fossiles nous ont permis d'oublier que l'énergie humaine et le bois, c'était quand même les énergies principales utilisées autrefois dans le monde rural. Donc tout ça, c'est des situations complètement inédites, et l'agroforesterie, elle arrive. C'est un mot que j'espère voir, j'aurai peut-être pas le temps, mais de voir disparaître ce mot, parce que finalement c'est que de l'agriculture, au fond. Là encore, j'ai cité Marc Bloch, je ne l'ai pas cité, Marc Bloch, mais tant pis, vous irez le retrouver. Le livre est épuisé malheureusement, mais c'est Fernand Braudel. Il a une phrase, quand je l'ai découvert, cette phrase dans ce livre, entre guillemets, Identité de la France, il ne l'aurait pas appelé comme ça s'il l'avait fini, c'est « Quant aux arbres, ils bordent, pénètrent toutes les activités rurales ». Voilà, c'est tout. Ils bordent, pénètrent toutes les activités rurales. Alors on va je pense qu'en Afrique, c'est la même chose. Sûrement, j'imagine que Basile doit approuver et se reconnaître parfaitement dans ce qui vient d'être écrit. Oui, tout à fait. En fait, moi, je voulais rebondir sur une chose très intéressante qu'avait dit André sur le sens même de nourricier. C'est-à-dire que le nourricier ne se cantonne pas, de mon point de vue et de l'expérience que j'ai avec les Lomouais, à l'alimentaire. Le nourricier, c'est beaucoup plus large. C'est effectivement le bois pour la cuisine, mais aussi le bois de brame pour les charpentes, les constructions, le miel, ça peut être de la pharmacopée, donc des produits qu'on va extraire directement. Mais le nourricier, c'est aussi l'éducation, c'est aussi la transmission. Et donc en fait, chez les Lomouais, par exemple, la récolte de champignons est une pratique exclusivement féminine. Les femmes vont en forêt avec leurs enfants et leur apprennent quelles sont les différentes plantes, quels sont les fruits qu'on peut cueillir. Donc c'est un moment de transmission. De même que quand les hommes emmènent leurs enfants, leurs fils, pardon, là on est vraiment sur du masculin, emmènent leurs fils chasser, ils leur apprennent comment guetter la proie, où placer les filets. Mais le nourricier, ça a aussi une autre dimension pour moi qui est plutôt spirituelle, on va dire suprasensible, c'est-à-dire que la forêt, c'est aussi le creuset du culte traditionnel. Il va y avoir des bosquets sacrés, certains arbres qui sont considérés comme des transmissions en fait entre le présent et les ancêtres. Il va y avoir aussi, au niveau des rites d'initiation, tout se passe en forêt, c'est-à-dire que quand les enfants vont se faire circoncire en forêt, c'est une immersion de 30 jours au sein de la forêt. Donc tout ça, ça participe au nourricier, parce qu'en fait, c'est un apport général en fait, aux hommes. Donc oui, je me retrouve complètement, et ça va même un peu plus loin que ce que disaient André et Denis.
cet aspect spirituel de la forêt, ça fait écho aussi, on en parlait quand on a préparé cet échange, André, à l'idée de la pomme d'or, de cette récolte, enfin de ce symbole chrétien. Oui, la recherche du fruit magique. Dans les contes, effectivement, le petit garçon ou la petite fille vont au fin fond de la forêt, et justement dans ces parties où en principe, qui est peu fréquentée par les habitants en principe, pour chercher soit le fruit d'or, soit la plante de vie, qu'il ramènera chez lui après avoir affronté un certain nombre d'épreuves et en avoir triomphé, et il va ramener cette plante de vie ou ce fruit d'or chez lui pour sauver son père ou sa mère qui est gravement malade. Donc il apporte la vie au village. Et quelque part, ça correspond à une réalité. Et je reprends ce qui était dit sur le caractère plus extensif de nourricier. La forêt, c'est un espace de vie, c'est-à-dire au sens de médecine, au sens de médicaments. Prenez le cas de l'aubépine en lisière. La fleur est très riche en vitamine D. Et on avait observé qu'elle contenait des substances, on ne savait pas lesquelles, mais ça avait un rôle qui apaisait les démangeaisons et également qui donnait un sommeil très léger. Or, son bois sert à la fabrication des rouets, d'où les contes de fées, où vous avez la bonne fée qui donne le rouet à sa filleule, mais qui lui indique qu'elle doit s'en servir de telle ou telle façon, parce que si elle se pique, elle tombera dans un sommeil profond. Eh bien, ça correspond aux caractéristiques de la plante. Les femmes, et elles se le transmettent de mère en fille, elles connaissent les vertus thérapeutiques des plantes. Elles ne connaissent pas le nom de la substance. Ça, on saura ça au XIXe siècle, et on fabriquera des molécules de synthèse pour... ménager, je ne sais pas, pour ces plantes. Mais ça se connaît de mère en fille. Je vais prendre le cas du bouleau. Eh bien, les mères savaient que lorsqu'un enfant avait quelques problèmes pour aller à la selle, eh bien, si on lui faisait prendre une infusion avec du bouleau, comme le bouleau contient de la bétuline, la mère ne savait pas que ça s'appelait la bétuline, mais ça permettait de lutter contre la constipation. Même chose, si on broyait de l'écorce de frêne, cela permettait de calmer les douleurs articulaires, en particulier des vieilles personnes. Donc il y avait une connaissance... Et l'aspirine. Absolument. Il y avait une connaissance intime des vertus des plantes, et je reviens tout à l'heure à ce que je disais en disant que même l'homme, lorsqu'il ménage la forêt, je dirais, il fait quand même des choix. Eh bien, c'est évident, certains arbres qui avaient un rôle dans la pharmacopée populaire, ils étaient respectés, ils étaient conservés, et dans la mesure du possible, ils étaient diffusés. Si bien que certains arbres se sont retrouvés à proximité des fermes en étant plantés, parce qu'en quelque sorte, c'était une pharmacie ambulante. Par exemple, le tilleul. Le tilleul, c'est une pharmacie ambulante. C'est un arbre forestier qu'on a introduit en milieu non forestier, parce que, je répète, c'est comme le cochon. Dans le tilleul, tout est bon. Sauf qu'il contient quand même une ambiguïté. Dans la magie blanche, on utilise toutes les parties du tilleul, mais quand on fait de la magie noire, on utilise les nodosités des racines qui ont une réputation, je dirais, pas aussi sulfureuse que les racines du noyer, mais on n'en est pas loin. Donc dans toute plante, dans tout arbre, il y a quand même une part d'ambiguïté. C'est la personne qui sait s'en servir qui fera la différence entre le bien et le mal. Merci pour toutes ces précisions savantes qui font écho aux précisions savantes
mozambicaine de Basile. Eva Faure, est-ce que aujourd'hui la chasse, on a parlé de la chasse tout à l'heure, on va y revenir. Aujourd'hui la chasse, est-ce que c'est toujours une pratique, est-ce qu'on peut considérer que c'est une pratique nourricière? Aujourd'hui c'est une pratique de loisir, une pratique de régulation. On ne se nourrit pas en chassant. Là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'était un peu de la provocation, mais... Ouais, ça ne m'étonne pas. Non, on peut pas. Je pense que dans la grande majorité des chasseurs, il y a quand même toujours un vrai plaisir qui est lié au fait de partager à la fin de la chasse, si c'est une chasse collective par exemple, le gibier, de le manger, de le ramener chez lui. Alors après, oui, on en arrive à des situations dans certaines zones françaises où la quantité de gibier qu'on ramène par an est supérieure à ce qu'on peut consommer soi et ses proches, quoi. Donc on est en effet dans un phénomène plutôt de surproduction, même si c'est pas vraiment de la production, mais de quantité qui dépasse ses capacités de consommation. Par contre, il y a toujours un vrai plaisir à la consommation. On connaît peu de gens qui chassent uniquement pour réguler et pas pour consommer ensuite la viande de gibier. Oui, mais même si on consomme le gibier, j'allais dire, on pourrait très bien s'en passer. Ça reste prioritairement un loisir. C'est une vraie question. Hein, beaucoup de chasseurs... Où est-ce qu'il y a une réelle économie, voilà. Même sans... Économie domestique, je veux dire. Oui, voilà, oui. Sans aller... je ne peux pas vous donner de chiffres, hein, mais de mon expérience et de ce que je peux voir autour de moi, les chasseurs, ils mangent prioritairement de la viande de gibier. Et il y en a qui vont dire, mais finalement, j'achète pratiquement jamais de viande autre que du gibier, ou pour me faire plaisir, je vais acheter de la vache, ou voilà, un autre type de viande, mais... Il y a quand même un certain nombre de chasseurs qui, limite, n'achètent pratiquement jamais d'autres types de viande. Hein. Mais est-ce que c'est bien sain de manger du gibier? Parce que c'est quand même une viande dans laquelle il y a des tas de saletés, il y a du plomb, il y a des tas de trucs que bouffe le gibier. Voilà. Et puis il n'y a pas de vétérinaire qui mette un tampon pour dire si vous pouvez y aller. Alors, il faut distinguer l'autoconsommation. En effet, le chasseur qui, à la fin de sa chasse, va préparer le gibier qu'il va manger, là, il le mange lui-même. En effet, il n'y a aucun contrôle vétérinaire. Après, ce chasseur, il a l'expérience de voir toutes ces carcasses qu'il a pu... les animaux qu'il a tués, les carcasses qu'il a ensuite dépecées, enlevé la peau, découpées, préparées. Il est quand même vraiment capable de détecter ce qui est anormal. Et ça, on s'en est bien rendu compte parce que depuis 2008, maintenant, il y a le paquet hygiène qui est un ensemble de directives et de règlements européens qui encadrent d'un point de vue sanitaire, en fait, tout ce qui est alimentaire en Europe. Et a introduit l'obligation de faire un premier examen pour toute la viande de gibier, enfin toutes les carcasses qui vont être mises sur le marché par les chasseurs. Il y a un premier examen qui s'appelle l'examen initial de la venaison. Et quel que soit le circuit de commercialisation, il y a une obligation que la carcasse soit regardée par un chasseur qui a été formé pour et qui va pouvoir dire est-ce qu'il y a une anomalie ou pas sur la carcasse. C'est pas un examen vétérinaire, c'est juste un chasseur formé. Mais en fait, on se rend compte que les chasseurs étaient déjà très bien formés par expérience. Oui, ils sont tout à fait capables de dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai jamais vu ça, ou là, cet organe n'est pas comme d'habitude, il y a quelque chose de pas normal. Donc ils sont tout à fait capables de détecter des anomalies et donc de décider de ne pas manger telle ou telle carcasse. Après, donc ça, c'est pour rassurer... Ok, il n'y a pas de vétérinaire qui estampille chaque carcasse, mais il y a un chasseur qui l'a regardé, quoi. Et je pense que ça, c'est déjà une bonne garantie. Après, sur la qualité de la viande, on a fait faire, nous, Fédération nationale des chasseurs, une étude en 2004 maintenant, mais bon, ça n'a sûrement pas du tout changé depuis, sur les caractéristiques nutritionnelles en fait, d'un certain nombre d'espèces, des espèces les plus courantes de gibier, en les comparant du coup aux espèces domestiques. À leurs collègues domestiques. Voilà, donc le porc par rapport au sanglier par rapport au porc, etc. Et ce qui en est ressorti, c'est que systématiquement la viande de gibier est plus riche en différents acides gras, elle est moins grasse, mais les acides gras qu'elle comporte sont les acides gras les plus protecteurs du système cardiovasculaire, qu'elle est plus riche en phosphore, en fer, etc., qu'elle est toute une série en magnésium, que globalement elle est très intéressante et elle est très très protéique, hein, un apport en protéines qui est très élevé.
ce qui n'est pas du tout incroyable, hein, c'est de la viande, enfin c'est du muscle d'animaux qui se déplacent pour aller chercher leur nourriture, pour échapper à des prédations ou à des dérangements, ou voilà, qui sont en permanence actifs, quoi, qui ont un comportement pas du tout comme un animal. Pas des obèses immobiles. C'est pas de l'élevage, même si il y a des modes d'élevage. On n'a pas entendu la remarque d'André, ils ne sont pas des obèses immobiles. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les animaux d'élevage non plus, hein, on ne peut pas opposer complètement. Parce qu'il y a des modes d'élevage qui font de la très bonne viande aussi. Enfin là, on n'est pas dans les fermes de 1000 vaches. On n'est pas dans les fermes de 1000 vaches. Ou dans les, tous les cuisiniers vous diront bien que si on veut cuisiner un bon gibier, il faut rajouter du lard, il faut le barder. Mais du coup, c'est simplement pour dire que c'est pas des viandes, c'est des viandes qui sont plutôt maigres, etc. Alors après, cette question de c'est pas bon pour la santé, en général, la viande de gibier, on la mange dans des façons d'être préparée avec beaucoup de sauce, avec beaucoup de... Voilà. Donc ça, en effet, la sauce qui l'accompagne et le vin qui l'accompagne, ça peut poser en effet plus de problèmes que la viande elle-même, parce qu'une pièce de viande de gibier juste cuite au barbecue, c'est quand même vraiment... c'est très bon, et c'est vraiment bon pour la santé. Après, il y avait toute une série de pratiques du type faisandage qui, là, sont peut-être un peu plus discutables en termes d'hygiène, voilà. Mais c'est... Enfin, voilà. Alors, je veux aussi évoquer les pesticides, le plomb, oui. Etc. Alors ça, en effet, c'est un sujet qui revient régulièrement. Les pesticides, pour le coup... il y en a peut-être moins en forêt que dans les champs. Mais, voilà, c'est ça. Je pense que dans l'alimentation des Français, la source principale de pesticides vient sûrement pas du gibier, même pour les Français qui en consomment souvent, parce que je pense que c'est pas le cas de beaucoup de monde, mais même un chasseur qui mange beaucoup de gibier, par exemple, c'est pas par le gibier qu'il consomme du pesticide. Mais après, pour toute autre... Les métaux lourds. Il y a la question du plomb, voilà, qui revient régulièrement. Après, il faut distinguer plusieurs sources de plomb, parce que de toute façon, du plomb, c'est un métal qui est présent dans l'environnement de par les activités humaines et de plein d'activités humaines différentes. Il y a évidemment le plomb lié aux munitions de chasse, mais il y a aussi, c'est plus le cas maintenant, mais pour le coup en Afrique, il y a quand même des pays avec des quantités de plomb encore émises par le biais des carburants à base de plomb. Il y a du plomb dans les zones, comme beaucoup d'autres métaux d'ailleurs, dans les zones avec des traditions d'exploitation minière, etc., ou des zones industrielles en fonction du type d'activité industrielle. Bref, du plomb et d'autres types de métaux qui peuvent être gênants pour la santé, il y en a dans l'environnement. Voilà. Après, ce qui est lié aux munitions, le risque de consommer du plomb quand on consomme du gibier parce qu'il a été tiré avec une munition à base de plomb est quand même grandement réduit quand on fait un parage correct des trajets de balles. Toutes les études, il y a beaucoup d'études allemandes qui ont été faites à ce sujet, il y a une étude en France aussi qui a été faite, mais en fait, on se rend compte quand même qu'on trouve beaucoup de plomb dans les organes qui ont été traversés par les balles, sur les zones qui sont en fait en général éliminées au moment de la préparation de la carcasse, et c'est là qu'on trouve les plus grandes quantités de plomb. Donc, nous, il nous semble que quand on part bien... une carcasse de gibier, c'est-à-dire qu'on élimine bien les parties qu'il faut enlever, c'est ce qu'on préconise, toutes les zones où on voit qu'une balle a traversé, il faut les enlever largement. Et il ne faut pas se dire je gratte juste un petit peu là où il y a des hémorragies, il faut vraiment bien enlever le trajet de la balle, et là on réduit énormément le risque de consommer du plomb, quoi. On l'a vu tout à l'heure là. Au-delà de ça, je me permets aussi de garder le micro, mais je le rendrai. Il y a la réglementation européenne qui, de toute façon, est en train d'interdire le plomb dans les productions industrielles en général, et ça va bien au-delà de la question des munitions. Donc, de toute façon, on est dans une dynamique de changement par rapport aux munitions. Il y a de plus en plus de munitions alternatives qui sont produites, et de chasseurs qui utilisent des munitions alternatives aussi. Même si c'est pas sans mal, pour différentes raisons. On y reviendra peut-être dans un échange plus large. Denis Assefaux, on a entendu tout à l'heure plusieurs définitions de la forêt, dont celle de la FAO qui nous a été livrée par André Corvol, pas de façon tout à fait complète. Parce qu'il y a vous avez énoncé, je crois, 3 critères. Il y en a 2 autres, dont un qui est une forêt, c'est une utilisation qui n'est ni agricole ni urbaine. Donc, au sens de la FAO, l'agroforesterie, c'est hors sujet.
Je sais pas quoi vous dire. Ça reste un débat sémantique, quoi. Mais... Une utilisation ni agricole ni urbaine, c'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment, à vous avoir entendu les uns et les autres et à lire cette définition, que la FAO entérine cette séparation, cette archipélisation, on va dire, entre l'agriculture d'un côté, encadrée, bornée, voilà, et la forêt qui reste ailleurs, alors que originellement, l'agriculture, c'est dans la forêt qu'elle se pratique. Entre autres, oui. Faut des clairières. L'agriculture européenne, elle est quand même c'est une agriculture de clairière beaucoup, quoi. Même s'il y a aussi l'agro-silvopastoralisme. Il y a tout un éventail de choses, mais non, mais peut-être que la FAO entérine le cloisonnement justement et la mise sous cloche. Elle entérine le divorce qui a été obtenu au cours dans le micro. Il n'est pas trop tard de changer les choses, mais le chantier il est colossal. Mais dès la fin de cet échange, on va écrire à la FAO pour leur dire ça va pas du tout, faut changer ça. Non, mais ils ont écrit des choses aussi intéressantes. Je veux dire, ils ont commencé quand même, justement, je trouve, dans certains rapports, climat, etc. Moi, j'ai démarré un peu dans une action, j'allais dans les colloques en 2010 à peu près, et les colloques climat, biodiversité, etc. Il n'était jamais question des arbres en agriculture. Chaque fois, je me souviens d'un gars de la FAO, il parlait de la forêt, tout ça, puis moi, à un moment, je lui coupe la parole, parce que j'osais le faire, parce que le sujet en valait la chandelle. Je lui dis, mais il n'y a pas que du bois dans la forêt. Il me dit, oui, vous avez raison, il y a du miel aussi. Je dis, voilà. C'est vous qui le dites, mais il faut vous pousser pour le dire. Donc le miel et puis tous les produits non ligneux dont on a parlé tout à l'heure. Mais oui, ce cloisonnement me paraît complètement hors d'âge. Il y a tous les 4 ans un congrès mondial d'agroforesterie. Le précédent s'est tenu en France, ouais. à Montpellier. On a le sentiment que c'est une pratique qui est en expansion un peu partout dans le monde, y compris en Europe, y compris en France. Pourquoi est-ce qu'on découvre aujourd'hui cette pratique d'agroforesterie ? C'est pas une pratique, c'est un ensemble de pratiques. Un ensemble de pratiques, oui. Pourquoi ? Il était temps. Mais pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'un modèle agricole arrive à... Les milieux se sont tellement simplifiés que techniquement on est sans arrêt dans des impasses, quoi. Les milieux se sont trop fermés, les milieux se sont trop ouverts. Donc nous, notre quotidien, c'est répondre aux appels des agriculteurs. Un peu, on discute aussi avec les forestiers, on a un pôle recherche-développement, évidemment qu'on travaille avec les forestiers et qu'il y a besoin des forestiers pour faire de l'agroforesterie, je dirais, sur le long terme, quoi. C'est pas... Mais donc, les agriculteurs, ils ont des problèmes techniques et ils sont dans des impasses, et aussi des impasses économiques. Ils sont endettés, tout ça, on ne va pas refaire le tableau, mais donc il faut répondre à leurs demandes. Et en quoi est-ce que l'agroforesterie répond ? Ils n'ont plus le savoir sur les arbres, parce qu'ils sont souvent seuls sur la ferme, ou en couple, ou en petite famille, en tout cas, il n'y a plus la tribu, donc la main-d'œuvre manque, etc., et ils n'ont plus le temps de s'occuper du bois. Ils font un petit peu de bois de chauffage, etc., mais la valorisation du bois intégré dans l'économie de la ferme et dans l'agenda du travail au quotidien, il est vraiment en crise. Donc il faut répondre à cette demande-là. Et pourquoi aujourd'hui il y a plus d'agroforesterie ? Parce que la crise est tellement avancée et le système est tellement à l'agonie que, heureusement que l'arbre commence à revenir un petit peu dans les têtes. Mais je peux vous dire qu'il n'y est pas encore à grande échelle dans les pratiques au quotidien des agriculteurs. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Je vais vous poser la question à l'envers. Quand on entend les tenants de l'agroforesterie dont vous êtes, on se dit, évidemment, il y a double revenu, double récolte. On protège les cultures basses de l'agression du soleil, en période de réchauffement, c'est peut-être pas idiot, on garde l'eau, bref, on ne voit que des avantages. On redécouvre que les arbres font de l'ombre aussi, c'est incroyable. Voilà. Et on se dit, mais alors pourquoi c'est pas partout comme ça ? C'est quoi les freins ? C'est une question. Les freins, je pense que c'est une perte de savoir, c'est aussi du désespoir, je pense, et une profonde désorientation sur les itinéraires techniques dans les fermes, quoi.
Aujourd'hui, moi je m'occupe pas mal en ce moment depuis 2 ans, du pôle formation. Alors je suis pas formateur, mais on fait en sorte que ce soit des agriculteurs qui soient des formateurs aussi. La question du fourrage ligneux, de l'affouragement des bêtes avec de la feuille, du rameau et éventuellement un petit peu de fruits aussi d'arbres, c'était un peu folklorique il y a 4-5 ans. 3 sécheresses, 3 canicules, c'est bon. Bon là il a plu l'hiver dernier, donc ça c'est un petit peu... ça se tarit pas. C'est un énorme sujet agroforestier, ça. Et le problème, c'est le temps de gestion. Tout simplement, quoi. Refaire les parcours, c'est faire du pâturage tournant dynamique en intégrant les arbres, en rentrant dans le bois, mais pas trop longtemps pour pas tout défoncer non plus. En fait, c'est une organisation de travail qui est très très compliquée quand on n'est pas nombreux sur la ferme à travailler, quoi. Donc c'est ça les vrais sujets agroforestiers. C'est pas on a planté un arbre et il a poussé. Heureusement encore qu'on s'est planté des arbres au XXIe siècle. Mais c'est pas la plantation d'arbres, c'est absolument pas un sujet. C'est pas un sujet agroforestier en soi. L'agroforesterie, ça démarre quand on commence à récolter quelque chose d'une présence ligneuse, qui parfois est très très déficitaire. Donc effectivement, un coup c'est les céréaliers qui se disent oh là là, mais il n'y a plus rien. Les chasseurs ils s'intéressent aussi au sujet. Beaucoup de plantes, on plante des arbres depuis toujours, mais aujourd'hui, planter un arbre dans un contexte de pleine lumière, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est pas un milieu forestier. Donc en fait, il faut réussir à recréer en ligne, parce que l'art de rien, le bocage, c'est une forêt en ligne, replanter, faire des lignes d'arbres avec des plantes de bourrage, etc., pour justement retrouver cet étagement dont il y a besoin. Parce qu'un arbre seul, tous les 7 mètres, parce que quelque part, il est seul, quoi. S'il y a un arbre tous les 7 mètres sur des espacements, je sais pas, de 40 ou 60 mètres, c'est pas une ambiance forestière. Donc en fait, recréer cette ambiance forestière sur des petites surfaces, c'est énormément de travail pour l'agriculteur, bien sûr, et puis pour toutes les structures qui vont l'accompagner. Parce qu'un agriculteur tout seul, ou une agricultrice, ou une famille, etc., ils ne peuvent pas faire les choses tout seuls. L'agroforesterie, c'est un sujet profondément collectif. Donc là-dessus, les forestiers, ils savent planter des arbres, et il faut aussi retenir ce qu'ils ont toujours fait, c'est planter beaucoup, et sélectionner ensuite. On va garder cette idée de collectif. On va continuer notre échange ici, mais à partir de maintenant, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, contester un propos, ou etc., n'hésitez surtout pas. On va vous apporter un micro. Peut-être juste avant, j'aurais voulu garder cette idée du collectif et questionner Basile, si vous voulez bien. Basile Guillot, j'imagine que le type d'exploitation des ressources forestières que vous avez décrit implique que la propriété de la forêt soit collective, soit partagée, que la forêt ne soit pas appropriée, sinon ça ne marche pas. Ouais, complètement. Je suis très content que vous fassiez une passerelle sur la notion de propriété qui, André le confirmera peut-être après, mais a marqué une rupture peut-être au niveau des forêts européennes. Mais nous, du côté du Mozambique, il y a vraiment la propriété privée n'existe pas. Ce sont des espaces ouverts. Elle n'existe pas. Théoriquement, bien sûr, l'État pense autrement. Mais en termes de gestion de l'espace, dans le parc de Gilet, on va avoir plusieurs droits qui sont concomitants. Donc un droit d'usage, un droit d'accès, des droits de transformation. Et en fait, c'est aussi c'est cette multiplicité des droits qui permet aussi une multiplicité des pratiques, des usages, et qui laisse en fait des espaces des espaces différents aux bénéfices qu'on peut tirer de la forêt. Donc tous les espaces que je mentionnais tout à l'heure, que ce soit l'éducation, l'alimentaire ou le spirituel, mais aussi en fait l'extraction de produits qui vont être fondamentales pour la vie. Donc ça peut être de la vannerie, ça peut être du matériel de construction. Mais tout ça est parti du fait que la forêt est un espace collectif. C'est un espace où d'ailleurs on va en communauté récolter les produits, parce que c'est un espace dangereux où on peut rencontrer des lions et d'autres non-humains qui peuvent être dangereux. Donc c'est vraiment l'espace du collectif. Les seules personnes en fait qui vont en forêt seules, c'est des magiciens ou des herboristes. Donc les herboristes, contrairement à ce que disait André tout à l'heure, pour les Lomouais, les herboristes sont plutôt masculins et ils gardent extrêmement jalousement leur savoir et leur connaissance des plantes.
Donc en fait, les deux seules pratiques individuelles de la forêt, c'est des pratiques spirituelles, enfin en lien en tout cas avec autre chose que la subsistance. Alors, la forêt appartient à qui? Elle est publique, elle appartient à l'État. Vous êtes dans un parc national, je crois. Je crois que je vous ai perdu. On vous a perdu. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Oui. Désolé. Ma question était, mais alors, à qui est la forêt? Vous êtes dans un parc national, elle est publique, elle appartient à l'État, elle appartient à qui? Donc, donc en termes de droit, la forêt, le parc national est un espace, public, donc il appartient à l'État. Mais justement, les usages ne sont pas les mêmes que pour nous, Européens, c'est-à-dire que le droit d'usage est collectif. C'est pas du tout le même mode de gestion des espaces que nous en Europe, c'est-à-dire que forêt communale, les usages sont assez restrictifs, tandis qu'au Mozambique, ou la forêt dans le parc de Gilet, la forêt publique, les usages sont multiples. Après, en tant qu'aire protégée, on va avoir certaines restrictions sur certains usages, mais dans ce qu'on appelle la zone tampon, donc une zone qui est beaucoup plus ouverte au niveau des usages, on a, où la forêt appartient toujours à l'État, on a beaucoup d'autres manières collectives d'utiliser les ressources. Ok, on reviendra peut-être sur ces questions de propriété, etc., mais on va peut-être élargir les échanges. Oui. Oui, je vais me permettre d'intervenir et de tenter une réponse à votre question concernant le fait de savoir pourquoi on redécouvrait les arbres dans les terres agricoles. Moi, j'ai une hypothèse, je suis jeune agriculteur, même si mon âge ne le laisse pas présager, ou mon physique ne le laisse pas présager. Je pense que l'après-guerre, il a fallu enlever tout ce qui gênait la production agricole. Donc tout ce qui embêtait, les arbres embêtaient en particulier. Donc c'est une petite hypothèse, mais c'est vrai que de redécouvrir... C'est la principale raison, voilà. La mécanisation. Voilà. Et c'est vrai que de redécouvrir un arbre, ça fait de l'ombre, c'est quand même un truc de fou, quoi. On avait oublié, hein. C'est vrai que ce que vous disiez, c'est tout le système. Tout est lié à l'arbre et on l'a oublié. Donc, mais merci pour vos propos, je trouve que ce que vous dites est fascinant. Est-ce que quand on fait pousser des panneaux photovoltaïques au-dessus des cultures, ça reste de l'agroforesterie? Je réponds pas. D'accord. Ok. Mais vous aviez une question aussi ou Non, c'était. Après, sur la question vétérinaire, puisque vous êtes aussi vétérinaire, nous, sur les formations fourrage ligneux, typiquement, enfin, il y a une vraie demande sur le fait que prenons les vaches, enfin, qui ont quand même souvent, quand elles en ont la possibilité, que les haies sont assez fournies, elles ont quand même tout le temps la tête dans les haies, elles se soignent, elles se automédicamentent aussi, et les éleveurs, ils le savent très bien, ça. Après, là aussi, c'est la gestion du travail au quotidien sur les pâturages, enfin sur les séquences, les rythmes de séquence de parcelle en parcelle, qui font que voilà, c'est forcément plus compliqué que maïs soja. Mais c'est plus compliqué, mais c'est tout. Dès qu'on a envie, on y arrive. Enfin, on y arrive et puis on demande de l'aide entre collègues. Enfin, donc c'est pas une perspective utopique, quoi. C'est pas du tout. Mais clairement. Moins de frais vétérinaires, c'est aussi ce que les éleveurs parfois espèrent et attendent. Et ils l'obtiennent. Hein. Plus on va vers ce modèle-là, plus on s'éloigne d'un modèle manger varié, blablabla, que du bon sens. Hein. Mais oui, bien sûr. Et puis moins de factures à la fin de l'année. Je voudrais revenir à la question de la propriété, Basile. Le modèle que vous décrivez, il fonctionne sur le fait que personne n'oserait s'approprier des ressources. Si je fais référence aux querelles, voire aux bagarres, qu'il peut y avoir dans le sud de la France, en Lozère, en Ardèche, au moment des myrtilles ou des champignons, voilà, et où des cèpes, voilà, et où on va crever les pneus des urbains qui viennent j'allais dire piller la ressource, qui est un parti pris, mais qui viennent en tout cas rafler la ressource. Si quelqu'un se mettait à venir ramasser en grande quantité les champignons avant les populations locales, le modèle est foutu. Alors est-ce qu'il y a une réglementation qui l'interdit? Est-ce qu'il y a des pratiques qui l'interdisent? Pourquoi est-ce que ça continue à marcher alors que la logique voudrait que ça ne marche pas?
Alors, petite parenthèse, hein, ils n'arriveraient pas à récolter avant les locaux parce que les locaux connaissent tellement bien leur écosystème que je peux vous assurer que le matin où les champignons sortent, il y a déjà des personnes en forêt. En D'accord. fait, les urbains auraient beaucoup de travail à faire et devraient se lever très tôt pour y arriver. Mais, enfin, pour reprendre un peu pour recontextualiser un peu Gilet, il faut préciser que c'est quand même une forêt de 4500 km² qui est assez excentrée des centres urbains, qui est difficilement accessible. Donc en fait, toutes les personnes qui vivent à sa proximité en dépendent plus ou moins directement. Donc en fait, on n'est pas vraiment dans le même type de problématique que dans celle du sud de la France. Après, c'est vrai on peut retrouver une espèce de compétition au niveau des ressources par rapport à la chasse et au braconnage. On va avoir des réseaux extérieurs en fait à la périphérie du parc qui vont encourager la collecte cynégétique, mais via les populations locales. Mais justement, elles vont encourager à briser un interdit. Mais ça ne va pas être une situation de prédation. Après, la logique, enfin, la culture dans laquelle on se situe, c'est une culture beaucoup plus ouverte, où les gens sont beaucoup plus enclins, on va dire, à partager. Et c'est un système aussi beaucoup moins monétarisé. Et enfin, je pense qu'un des éléments qui n'a pas été dit pour le retour de l'agroforesterie, c'est aussi la remise en cause des modèles super monétarisés. Et en fait, chez les Lomouais, on n'est pas dans cette logique-là. Et justement, les projets qu'on construit avec la collecte de champignons, avec le miel, c'est pour que les populations locales directement bénéficient de ces ressources, elles-mêmes en premier plan, avant que ce soit d'autres personnes ou d'autres acteurs privés qui s'y infiltrent et leur tirent leurs bénéfices qui leur reviendraient de droit, en fait. Merci Basile. Alors on va s'orienter vers Ouais, oui, alors il y a plusieurs souhaits d'intervention. Bonjour, moi je Bonjour. suis étudiante en master de géographie et je m'intéresse notamment à la libre évolution. Et j'aurais voulu savoir si justement ce concept de libre évolution n'allait pas à l'encontre de ces forêts nourricières. Est-ce que la forêt est nourricière quand on la laisse évoluer comme elle veut? Voilà. Ah ah. Moi, je peux répondre juste sans doute un détail de votre question, mais pourquoi pas faire avec l'intelligence humaine Je reviens à cette idée de photosynthèse. Faut quand même, il nous faut du bois, quoi. Enfin, il nous faut des ressources. Si on veut éviter d'avoir trop de kilomètres à faire aux marchandises et aux ressources, aux produits. Donc, je pense qu'une forêt bien gérée, c'est une forêt où le forestier, qui est un métier noble et plein de, voilà, il y a énormément de compétences. Enfin, je pense qu'on produit quand même plus dans une forêt bien gérée qu'une forêt pas gérée. Et qu'aujourd'hui, on a quand même, enfin, les choses n'ont pas changé. On a besoin de sortir des produits. Et de manière durable, dans cette durabilité-là. Ce qui ne veut pas dire que, enfin, tout est possible. Mais typiquement, l'agroécologie, elle ne va pas reposer sur la jachère. La jachère, c'est un peu une défaite quand même, un peu de l'agriculture. À un moment donné, quand les choses sont bien, quand la mosaïque est bien nette, enfin bien, le dessin du paysage est clair, enfin, y a de tout, il y a plein de milieux, c'est très hétérogène, etc. Mais pourquoi faire des jachères? Pourquoi l'humain devrait être interdit d'un milieu naturel Voilà, moi, d'un point de vue, je dirais presque dans ma vision du monde, je suis contre. Mais attention, hein, je suis pour que. Enfin, je pense que la nature n'a pas besoin des hommes, donc. Mais voilà, je pense qu'il y a un enjeu de production aujourd'hui et il faut essayer de bien produire, quoi. André, la forêt que vous décriviez tout à l'heure, cette forêt éclaircie pour qu'il y ait une strate herbacée, pour qu'il y ait, voilà, c'était toujours pas une forêt en libre évolution. Non, ce n'était pas une forêt qui était en libre évolution. Je dirais, prenons sur l'ensemble européen, vous avez 13% des forêts qui ne sont pas exploitables. Elles ne sont pas exploitables parce qu'elles sont difficiles d'accès, parce qu'elles sont en zone montagnarde, etc. Donc on peut observer là, justement, la libre évolution.
Et on s'aperçoit que parfois ça pose deux types de problèmes. Il y a un premier problème concernant la protection des personnes dans les villages qui sont en contrebas. Lorsque le peuplement vieillit, il n'est plus capable d'assurer la fixation des sols et la lutte contre les crues torrentielles. Donc dans ce cas-là, il serait souhaitable, mais malheureusement on n'en a souvent pas les crédits pour le faire, d'intervenir afin de rajeunir la forêt pour qu'elle soit en mesure de remplir sa fonction de protection. Et puis il y a un second... Il y a un service de l'ONF dont c'est le métier, la RTM. Oui. Mais c'est un problème qui est européen. La restauration des terrains en montagne. Je vous signale qu'en 1910, 42% de la forêt suisse était classée en forêt de protection pour justement la protection des populations qui vivaient en contrebas de la forêt. Ces forêts étaient destinées à arrêter les chutes de pierres. C'est le cas par exemple à Martigny. Et puis il y a un second problème. Lorsque vous avez une forêt qui n'est absolument pas maîtrisée, qui a des sous-étages extrêmement abondants, avec le réchauffement climatique en particulier, c'est une forêt qui est très vulnérable à l'incendie. Alors certaines forêts vont, tirer parti de l'incendie et très bien, revenir en l'état, mais ça pose des problèmes du fait que les hommes aiment tellement la forêt qu'ils ont souvent créé un habitat ou bien les fréquentent, et souvent les pompiers sont obligés de lutter moins pour sauver la forêt que pour sauver les maisons, les lotissements qui sont à proximité de la forêt. Et alors là, je rejoins par contre ce que vous disiez, il y a certaines essences qu'on a introduites. Par exemple, l'eucalyptus, qui est extrêmement important, les taillis d'eucalyptus au Portugal, pour pouvoir obtenir de la pâte à papier. Lorsqu'il y a eu incendie, et Dieu sait que le Portugal connaît des incendies importants, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut interdire de refaire à l'identique en remettant l'eucalyptus? Et là, on touche le problème de la propriété. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas du Portugal, où 85% de la forêt est aux mains du privé? C'est naturellement plus facile d'intervenir dans un pays comme la Suisse, où 72% de la forêt est fédérale. Et donc en France, c'est entre les deux. C'est 2 tiers de la forêt qui est privée. 2 tiers de la forêt est maintenant privée en France. Un tiers, c'est la forêt domaniale ou communale. Et sauf dans l'Est où la moyenne est inversée, en fait. Oui, c'est ça. Mais ça a toujours été le cas de l'Est, c'est différent en raison de l'importance du domanial et du communal, et ça s'explique par les questions militaires dans le cas de l'Est de la France. Alors c'est vrai que dans le cas de l'Europe, je reprends le cas de l'Europe, ce qui domine, c'est la forêt privée. 59% de la forêt européenne est une forêt privée. Ça complexifie, disons, les mesures qui peuvent être prises au niveau de Bruxelles ou au niveau des autorités de chaque État pour pouvoir inciter les propriétaires à faire telle ou telle chose à l'intérieur de leur forêt. C'est vrai que la question de la propriété est quelque chose d'extrêmement important. On a toujours tendance à regarder la forêt comme un espace de nature sans penser que cet espace est approprié, qu'il soit approprié par l'État, la commune ou de plus en plus par les particuliers. Parce qu'il y a bon nombre de particuliers qui possèdent des bouts de forêt, ils ne savent même pas qu'ils sont propriétaires de la forêt. Parce que l'oncle Jules, il a laissé 30 cousins qui ne savent même pas qu'ils sont propriétaires de quelques miettes de parcelles, dirais-je, qui se sont enforestés naturellement. Merci Denis. Juste un petit mot pour revenir sur la libre évolution. Un bocage laissé en libre évolution, c'est un bocage qui périclite et qui meurt et qui se fait éliminer. Parce que comment ? Oui, progressivement, il est par la forêt. Oui, puis il est plus adapté en fait après à des usages. Donc en fait, ça s'épaissit trop, ça concurrence les cultures. Enfin voilà, l'équilibre il est perdu. Mais ouais. Vive l'évolution. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ressurgit dans le débat la multiplicité des usages qui se croisent dans la forêt, et donc la multiplicité des attentes et des objectifs qui sont parfois concurrents et avec lequel le législateur doit jongler. Pour revenir sur les chiffres que vous aviez donnés en introduction sur le pourcentage de couverture du sol et l'augmentation de l'espace forestier global, ce qui est
en soi, en chiffres, est plutôt chouette. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que cette augmentation de la surface, c'est avant tout de l'augmentation de résineux, qui est pour objectif de faire du bois. Et dans cette diversité d'usage de la forêt, pour ceux qui ont vu le film ce matin, à l'échelle d'un arbre, il y a aussi une incroyable diversité à l'échelle de n'importe quel individu arbre. Et ces forêts qui sont qualifiées de forêts aujourd'hui, en tout cas considérées comme forêts dans les statistiques, Ce sont plutôt des champs d'arbres. sont plutôt, comme le dit Francis Allais, des plantations d'arbres. Des plantations d'arbres dans lesquelles il n'y a pas de sous-bois, dans lesquelles il n'y a pas d'animaux, dans lesquelles il y a en tout cas très peu d'animaux. Et donc, est-ce qu'on considère que c'est du domaine forestier ou est-ce que c'est du domaine agricole ? Parce que juste avec un changement de focale, c'est la même chose qu'un champ de blé, avec juste des récoltes un peu plus espacées, quoi. C'est une monoculture. C'est une monoculture. C'est une monoculture intensive. Oui, exact. On est hors du champ. On est plus, en dépit de ce qu'en dit la FAO, on est plus dans un milieu forestier quand on parle d'agroforesterie que quand on parle des champs d'arbres dont vous parlez. Alors, juste une chose sur... oui, et puis ça sera aussi un mot de conclusion. Je vais vous demander à chacun un mot de conclusion, parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne, comme on dit. Alors, juste sur cette question de champ d'arbres, je vais vous apporter quand même une lueur d'espoir. C'est vrai que la grande essence de boisement qu'on a développée à partir du 19e siècle pour fournir du bois d'œuvre et de la pâte à papier, ça a été l'épicéa. Or, dans l'ensemble des pays européens, le système de monoculture à base notamment d'épicéa est remis en cause à cause des pollutions atmosphériques, à cause des attaques parasitaires. Et dans tous les pays européens, on voit actuellement une nouvelle réflexion pour introduire, je dirais, alors j'employais un mot affreux, mais enfin, disons une polyculture forestière, c'est-à-dire qu'on en vient automatiquement à une futaie qui est jardinée et reposant sur plusieurs essences. Mais derrière de l'épicéa, on peut mettre des feuillus, ou bien le sol est tellement acidifié qu'on ne peut plus. Non, d'ailleurs, je dirais, une fois qu'on a modifié le mode de traitement, vous voyez des feuillus qui reviennent parfois tout à fait naturellement. Le problème, c'est de réussir à exploiter cela, parce qu'une parcelle où vous avez plusieurs essences, ça pose des questions d'exploitation qui sont différentes, pas forcément plus compliquées, mais qui sont différentes lorsque vous faites une monoculture. Donc on est actuellement entré dans une période où on est en train de réviser complètement l'héritage du 19e et du 20e siècle, qui reposait sur une séparation entre l'agriculture et la forêt, alors que les deux étaient associés au siècle précédent, et sur une remise en cause également du système de la monoculture forestière, qui paraissait être le progrès au 19e siècle, et dont on voit maintenant aujourd'hui les inconvénients. Donc, il y a de l'espoir dans l'avenir. J'imagine, Denis, que ces propos-là vous vont droit au cœur et que vous signez des deux mains. Oui. Après, je suis ravi de toute façon d'entendre tout ce que j'ai entendu. Juste un mot quand même, à titre de conclusion, on a un peu piraté le sujet de la table ronde, me semble-t-il. On a parlé de forêt nourricière, mais uniquement pour les bipèdes. Or, la forêt est nourricière pour des tas de gens, autres que des humains. Non, on n'a pas parlé de la forêt nourricière pour, comme on l'a vu tout à l'heure dans le film. Je vais lire mon petit passage de Marc Bloch. Ouais, allez-y. Bon, c'est quelques pages des caractères originaux de l'histoire rurale française. Est-ce que je vais trouver tout ça ? Je l'ai pas noté. Enfin, en gros, il dit que avant les grands défrichements vers le XIe siècle, l'économie principale, c'est la nourriture pour les animaux d'élevage. Donc, puis la vache, par exemple, c'est quand même un animal forestier aussi. Enfin, là aussi, on redécouvre que les arbres font de l'ombre, on redécouvre que les poules, c'est un nain, on redécouvre que la liane est une vigne, enfin que la vigne est une liane. Enfin, on redécouvre sans arrêt des trucs comme ça, et ça fait surgir des images totalement inédites dans le champ des possibles de ce qu'on peut faire et de ce qu'on a arrêté de faire pendant des décennies. On redécouvre vraiment, ou bien on continue à découvrir ? Est-ce que c'est un retour en arrière ? Après, il y a les apports de la science qui sont fantastiques. Je pense aux mycorhizes, enfin toutes ces notions-là, des choses qui étaient très très intuitives et qui étaient complètement enchâssées dans des pratiques.
En fait, ce que vous disiez tout à l'heure sur la cueillette, sur les savoirs d'herboristes, enfin tout ça. Donc voilà, après c'est la rencontre du savoir et de l'intuition, et là-dessus je suis super optimiste. Eva Faure, vous êtes vétérinaire, donc j'imagine que dire que la forêt est nourricière, pas seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux, dont le gibier, ça vous parle. Après, évidemment, et puis, au-delà de ça, et sur les aspects un peu de circulation de maladies, en fait, on se rend compte que, au fond, c'est tous ces systèmes de lisière, donc je pense qu'on se rejoint tous complètement, c'est-à-dire qu'une forêt qui va être biodiverse, qui va avoir plusieurs espèces animales en son sein, et qui du coup va être aussi pas une grande futée, mais plutôt une succession de zones, de futaies denses, de zones plus avec de la lumière qui rentre, etc., va être beaucoup plus intéressante pour les espèces animales qu'elle abrite. Ça, c'est certain, pour des tas de points de vue différents, que ce soit nourricier, que ce soit protecteur en termes d'agents pathogènes, etc. Après, moi, en guise de conclusion, je trouve qu'on se rejoint vraiment tous sur le fait que, au fond, une forêt... peut-être le biais, c'est que justement on est tous des hommes et c'est notre espèce, mais voilà, une forêt dans laquelle il y a des usages humains quels qu'ils soient, que ce soit de la taille, que ce soit de l'affouragement pour les espèces qu'on mange, que ce soit de la coupe de bois ou de la chasse, c'est une forêt qui finalement amène plus de biodiversité et du coup va être plus à même de produire de différentes formes. Enfin, la production, c'est pas forcément la production de bois, encore une fois. Hein. Elle va être capable de produire tout ce qu'elle peut produire. Plus il y a d'usage humain raisonné, évidemment, et tous les produits forestiers non ligneux dont parlait Basile. Et puis c'est plus joyeux quand même tout ça aussi. C'est plus marrant, oui, c'est plus rigolo. Basile, le mot de la fin, la conclusion, ça va être... pour vous. Je veux juste rebondir 2 secondes sur la question par rapport à la libre évolution que je trouvais quand même assez intéressante. Ouais. Pour dire qu'en fait, nous, l'image qu'on a de la forêt, c'est une forêt quand même assez européenne, mais il y a plusieurs types de forêts. Donc dans le parc, c'est encore, ça va être une forêt sur 3 étages avec des graminées au premier, des buissons et d'autres arbres. Et en fait, c'est une écologie qui est complètement différente, qui est régulée par le feu. Et où il y a énormément en fait, de ressources qui sont produites par le feu. On suppose que ça permet la croissance de certains arbres fruitiers de 2e étage. On suppose aussi que ça a une forte interaction avec les champignons. Donc en fait, pour moi, la libre évolution n'est pas forcément contraire justement à l'aspect nourricier de la forêt. Et en guise de conclusion, et encore une fois, je suis complètement d'accord avec Eva, je pense qu'on se retrouve complètement sur nos notions complexes et sociales et nos définitions sociales de la forêt. C'est qu'en fait, quand on constate tous les peuples indigènes, les peuples autochtones, les peuples forestiers, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie ou dans les forêts du continent africain, en fait, ce sont des peuples qui ont su s'adapter et vivre en fonction de la diversité de leur milieu, et qui ont profité du fait que la forêt est nourricière, ont cultivé cet aspect et sont encore aujourd'hui dans un système d'équilibre où leur impact sur l'environnement est nul en fait. Et si aujourd'hui on doit chercher des solutions pour changer nos modes de vie, changer nos sociétés, pour faire face à la crise climatique et aux crises de biodiversité, c'est directement dans la préservation de ces modes de vie en lien complet avec la forêt nourricière qu'on doit trouver des réponses. Et je pense que les vrais enjeux aujourd'hui de la protection et de la conservation, ça doit plus être la protection de ces cultures autochtones et de ces modes de vie traditionnels en lien avec la forêt nourricière que dans la réduction des GES ou les énergies vertes qui sont encore une fois des chimères thermo-industrielles. Voilà. Merci beaucoup Basile. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à vous garder en visio pendant 1h30 sans coupure, ce qui n'était pas garanti. Merci à tous les 4, merci à vous qui avez participé à cet échange, merci à la Fondation François Sommer qui nous accueille dans ce bel auditorium, merci à Bertrand Lecellier qui a assuré la régie technique de la rencontre, à Emmanuel Richard qui vous a fait passer les micros. Le salon se poursuit ce soir jusqu'à 19h.
On se retrouve ici même demain à 14h pour parler à nouveau de la forêt, mais avec une toute autre approche. Demain, on parlera de forêt sensible avec des images, des sons, enfin je vous en dis pas plus. Bonne fin de journée et à demain.